réalité, je vais poser la question à la place de ceux qui n'osent pas la poser. Puisque je suis saisi de grands débats au sein du mouvement que je préside, et je me réjouis d'ailleurs que ce débat existe, notamment de la part de députés européens, mais je vois qu'aujourd'hui ils sont bien discrets ou peut-être bien timides, alors je vais me faire le porte-parole de leur questionnement. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est exactement dans un des 4 thèmes que j'aurais dû mettre cette question-là, mais vous avez évoqué le quantitative easing. Un certain nombre de gens qui réfléchissent sur le moyen de sortir de la situation dans laquelle on est évoquent une forme de porte de sortie qui serait la mise en œuvre d'un quantitative easing, mais à destination directement des États, des gouvernements, et non pas à destination des banques. Donc on créerait une masse monétaire, et si j'ai bien compris ce qu'il m'explique, on donnerait plus précisément aux pays qui sont le plus victimes de l'austérité et moins aux pays qui s'en sortent le mieux, c'est-à-dire en réalité l'Allemagne. Et donc ce sont chaque État qui pourrait ainsi effectuer la grande politique d'investissement dont parlait tout à l'heure Jacques Sapir. Donc je voulais avoir votre avis. Pensez-vous que cette solution est viable? Et si elle l'est, est-ce qu'elle remplit l'intégralité des conditions pour nous permettre d'obtenir au moins autant de résultats que les résultats que nous obtiendrions si nous retrouvions notre monnaie nationale? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Oui. Allez-y, là, je comprends. Oui, alors ça c'est une question importante et complexe. Elle est importante parce que je crois qu'il faut d'abord expliquer que le quantitative easing n'a qu'un seul objectif aujourd'hui, c'est de maintenir le système financier en état et de maintenir également l'unité de la zone euro. Si aujourd'hui vous retirez le quantitative easing, très vite les marchés monétaires vont être très malades, d'ailleurs ils n'ont pas été réparés depuis 2008, et très vite vous aurez des différences de taux, et très vite on va avoir des spreads insupportables. Donc ce n'est pas dit par la Banque centrale, mais aujourd'hui le QE a pour vocation ultime de maintenir le système euro plus ou moins en l'état. Alors maintenant, que faut-il faire? Quand vous faites du quantitative easing, non plus pour les banques, mais pour les États et finalement pour les nations, eh bien, vous avez plusieurs stratégies imaginables. Mais une chose quand même préalable, c'est qu'il faut donner un coup de pied dans la fourmilière. On est d'accord. Alors, le coup de pied dans la fourmilière, il faudra le donner. Et la question est de savoir comment on va le donner. Je pense qu'il faut avoir une négociation sérieuse avec l'Allemagne et dire que désormais, la République française va rétablir sa souveraineté monétaire. On ne va pas dire que ce sera des euros, des drachmes, mais rétablir sa souveraineté monétaire, ça veut dire que c'est désormais une banque centrale qui est dépendante du Trésor, dépendante de l'État. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut bien entendu que les pouvoirs politiques qui vont mettre en œuvre cela soient des pouvoirs politiques sérieux. Il ne s'agit pas de faire du quantitative easing et de distribuer comme ça. Tout à l'heure, cela a été dit, c'est l'investissement. C'est l'investissement. Et un investissement de rétablissement de la puissance, disons-le, de la puissance économique du pays. Je parle de la France. Et la puissance économique du pays passera, on a parlé de balance commerciale déficitaire, vous savez très bien que l'équilibre d'une balance commerciale et donc l'équilibre de la nation, ça passe par des exportations industrielles. C'est l'industrie qui fait les exportations. C'est l'industrie qui fait les exportations. Ça veut donc dire que si vous faites du quantitative easing, c'est de l'investissement en amont, le plus en amont possible, c'est-à-dire recherche-développement,
Il faut augmenter de manière massive les budgets de recherche et développement. La France se porte assez bien, mais pas assez. Elle a décroché au niveau industriel, au niveau des robots. Le parc de robots par tête de salariés en France est beaucoup plus faible que dans bien des pays, y compris l'Italie, y compris l'Espagne. Donc on n'est pas très bon. Donc il faut investir massivement dans la recherche et développement. Il faut investir massivement, je suis désolé, dans l'industrie haut de gamme. C'est quoi l'industrie haut de gamme? C'est l'industrie militaire. L'industrie haut de gamme, c'est l'industrie militaire. Investissez dans les industries militaires qui ne sont pas mortes en France. Il y a encore de beaux résultats, heureusement, mais investissez massivement là-dedans et vous aurez des résultats. Après, vous laissez faire le marché. Tout à l'heure, je m'amusais avec la cigarette électronique. C'est pas tout à fait faux. Mais investissez le plus en amont possible et vous aurez des résultats. Ce sera un peu long. Bon, la question mérite un colloque. Merci. Alors, je crois que le professeur Panel voulait ajouter quelques mots à ce sujet. Très rapidement. Pourquoi cette politique ne peut pas être menée par la BCE, par la Banque Centrale Européenne? D'abord, si on permettait à la Banque Centrale Européenne de décider quel pays doit faire quels investissements, avec combien de monnaie, on donnerait à Draghi, contre lequel je n'ai rien de personnel, l'investiture d'être l'empereur de l'Europe. Donc lui, il aurait tout le pouvoir politique. Donc c'est clair qu'une politique pareille ne peut être, c'est-à-dire une politique de financement monétaire des dépenses et des investissements publics, ne peut être confiée niveau politique qu'à des banques nationales des pays membres. Deuxièmement, si aujourd'hui Draghi n'était pas guidé par les Allemands et qu'il décidait de faire l'avantage de l'Italie, il imprimait 500 milliards d'euros et puis qu'il nous les donnait. D'accord, on pourrait revitaliser notre économie. Où on irait acheter les machines, on irait en Allemagne. Donc une politique de pousser de l'investissement financé par monnaie dans l'euro, et donc avec les écarts de compétitivité qui existent, ne ferait que creuser le déficit extérieur des pays faibles. Il faut rétablir des taux d'échange qui aient un sens, justement pour ouvrir de l'espace pour des politiques fiscales. Ce n'est pas pour pousser les exportations qu'on doit rajuster le taux de change, c'est pour ouvrir de l'espace pour pouvoir relancer l'économie sans qu'on soit obligé d'acheter des biens à l'étranger du fait que les prix sont trop avantageux. Souvenez-vous de cela, nous sommes un pays du Sud, soi-disant faible ou fort, je n'ai pas bien compris, je ne sais pas, c'est pas important. On nous a dit tout le temps, on nous a gonflé la tête avec cette histoire que l'euro était là pour nous empêcher, à nous du Sud, de faire des dévaluations. Ce n'est pas vrai. L'euro a été mis en place pour empêcher à l'Allemagne d'avoir une devise à la hauteur de sa puissance qui lui permette de se rééquilibrer avec le reste du monde. Ceci a été évoqué à plusieurs étapes. Souvenez-vous de cela. Cet argument, il faut le renverser complètement. L'euro n'est pas là pour empêcher à nous de dévaluer. L'euro est là pour empêcher aux Allemands de réévaluer. Et ils ont un avantage. En fait, les Allemands sont les plus grands manipulateurs de devises de l'histoire de l'humanité, et c'est aussi pour cela qu'ils ont le surplus extérieur le plus grand de l'histoire de l'Europe, comme Jacques Sapir le rappelait tout à l'heure. Excusez-moi.